Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est tradition, symbolisme, éthique et spiritualité. Bon, c'est extrêmement vaste. Il sera impossible de descendre dans le détail de chacune de ces notions, qui le mériteraient largement, mais l'exercice d'une conférence comme celle-ci est un exercice qui consiste à balayer suffisamment large, à ouvrir assez largement l'éventail, de façon à donner et à mettre en évidence toute la richesse de la démarche qui caractérise notre démarche initiatique. Et pardon, lorsque je dis notre démarche initiatique, il y a la maçonnerie en général, et celle-ci existe et depuis longtemps, et je viens de le dire, il n'y a pas que la Grande Loge de France en France. La Grande Loge de France est née au tout début du XVIIIe siècle. Elle est, avec le Grand Orient de France, la plus ancienne obédience française. Elle a porté différents noms au cours de l'histoire, une histoire qui fut chahutée entre 1720, 1730 et aujourd'hui. Il y a eu un ancien régime, une révolution sanglante qui a broyé ceux qui l'avaient faite, pour certains d'entre eux, un empire, deux empires, des républiques et puis des guerres. Bref, ça signifie quand même une chose, c'est que la maçonnerie doit être une idée forte, parce que si elle est là depuis 3 siècles, ça signifie qu'il y a des fondamentaux, de l'essentiel quelque part dans cette démarche, faute de quoi elle aurait probablement disparu, balayée par le vent de l'histoire. Voilà. Donc c'est quelque chose de fort, et nous partageons cette force avec l'ensemble des obédiences, mais je ne peux parler que en tant que représentant la Grande Loge de France, que je préside encore jusqu'à la fin du mois de juin de l'année prochaine, puisque j'aurai terminé à ce moment-là un mandat de 3 ans. Alors avant de rentrer dans le détail du thème qui nous intéresse, je voudrais vous dire ce que nous ne sommes pas. Et puis après, je vous dirai ce que nous sommes. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne sommes pas un parti politique. Est-ce que ça signifie que d'une manière ou d'une autre, la démarche qui est la nôtre disqualifie ou porte sur l'art politique une nuance péjorative? Évidemment, en aucun cas. J'ai moi-même des convictions personnelles en matière de politique. Elles sont connues à Nancy, qui est l'endroit où je vis. Mais il n'y a pas de confusion entre une démarche politique et la démarche initiatique en Grande Loge de France. Pour être clair, nous sommes des hommes engagés, chacun à des niveaux de responsabilité différents dans notre vie professionnelle et profane. Profane n'étant pas non plus une nuance péjorative, profane signifiant simplement qui n'a pas été initié. Mais la démarche des loges de la Grande Loge de France ne consiste pas à essayer de régler le problème des 35 heures, pour autant qu'il y a un problème, ou à essayer de rééquilibrer les comptes de la sécurité sociale, c'est clair. Il y a sûrement des instances beaucoup mieux fabriquées et plus performantes que nous en ce domaine. Alors on peut éventuellement se poser la question de savoir comment régler les problèmes des 35 heures, s'il y a des problèmes, et comment rééquilibrer les comptes de la sécurité sociale. Mais pour être clair, il y a plus d'experts dans un tas de domaines que d'experts en la matière en maçonnerie, car la démarche initiatique ne vise pas à régler ces problèmes-là, qui sont des problèmes importants, mais qui trouvent leur périmètre et leur champ à l'extérieur des loges. Pour autant, la politique, je me refuse personnellement à la disqualifier, et je considère d'ailleurs même que cette activité politique est d'une telle noblesse que vouloir en faire soigneusement caché dans les loges est une facilité à laquelle personnellement je me refuserai. Il y a une espèce d'élégance qui consiste à donner depuis les loges des leçons de politique à ceux qui ont les pieds dans le fumier des contradictions quotidiennes. La formule n'est pas de moi, elle est de Marx. Dans le fumier des contradictions quotidiennes. Et je crois que quelqu'un qui a de véritables convictions politiques et qui veut les accomplir en maçonnerie ne trouve pas le bon endroit. Il peut être maçon, bien entendu, mais celui qui veut se confronter au réel de la politique, il faut qu'il rentre dans un parti ou dans une association spécifiquement destinée à ça. Et je crois qu'il y a une plus grande noblesse à le faire de cette manière, parce que, à ce moment-là, on est effectivement obligé de mouiller sa chemise et non pas seulement de donner des leçons. Deuxième point, nous ne sommes pas une religion, ça va de soi, en dépit du caractère de ces lieux. Et là, je vous dois une explication rapide. Pourquoi ces lieux ? Et pourquoi, en revanche, ne sommes-nous pas une religion ? Parce qu'il ne faut pas confondre un rituel maçonnique, en tout cas chez nous, avec une liturgie cultuelle particulière. Et même si nous faisons appel à des symboles, et je vais en parler, puisque tradition, symbolisme, eh bien ces symboles, qui sont un langage, le langage de la spiritualité, ne sont pas référés à une religion particulière. Ça veut dire quoi ? D'abord, ici, que nous sommes là
parce que la Grande Loge de France a pris sa part de la lutte pour la séparation des églises de l'État au début du XXe, loi de décembre 1905, et elle a contribué à cet établissement de séparation entre les églises et l'État en 1905 et a pris une part tout à fait décisive et importante, avec d'autres, bien entendu. Et c'est dans les années 1910, 11-12, que la Grande Loge de France, existant déjà bien entendu, a fait l'acquisition de ce lieu qui était auparavant réservé, comme vous le voyez, à une pratique qui était une pratique religieuse. Cela signifie également que dans les loges de la Grande Loge de France, il y a des frères croyants et non-croyants, car rien ne leur est demandé dans ce domaine. Nous sommes pour la liberté absolue de conscience. Question, est-ce qu'on est obligé d'être croyant? Réponse, je viens de la donner, non. Alors, on est si peu obligé d'être croyant que moi, qui suis grand maître de la Grande Loge de France, je suis le croyant d'aucune religion particulière, ni le pratiquant d'aucune religion particulière. Autrement dit, on pourrait qualifier peut-être ma démarche comme étant celle d'un agnostique, car pour ce qui me concerne, je suis incapable de répondre à ce qu'il en est du métaphysique. Emmanuel Kant a fait le point sur cette question avec un talent exceptionnel dans l'ensemble de son œuvre. Ça signifie que je suis incapable de me prononcer sur un éventuel au-delà, mais en tant que maçon, ce que je sais dire, c'est que je respecte la foi et la croyance religieuse de tous ceux qui respectent eux-mêmes la liberté des êtres humains et leur intégrité physique, psychique, intellectuelle, morale, etc., etc. Il y a donc une formidable liberté qui se manifeste, se pratique dans les loges de la Grande Loge de France. Et encore une fois, nul n'est obligé de croire ou de ne pas croire. Tous sont obligés en revanche de respecter les convictions des autres, pour autant que ces convictions sont elles-mêmes respectueuses de toutes les autres convictions. Voilà, je crois que ça s'appelle la liberté. Est-ce que nous sommes une obédience qui a l'habitude de défiler dans les rues avec sautoir et cordon? C'est pas tellement notre genre de beauté. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas le faire. Mais très franchement, moi j'ai déjà défilé dans les rues, pour des raisons politiques, notamment concernant les extrémismes. Mais je n'ai pas besoin de mettre mon sautoir ou mon cordon, de maître maçon de la Grande Loge de France, pour aller affirmer que je suis le tenant d'une liberté non négociable, civile et citoyenne, et que les extrémismes politiques ne sont pas notre genre de beauté. Je n'ai pas besoin d'être en permanence maçon pour affirmer des convictions. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai défilé, eh bien, il a pu se trouver que des maçons défilaient avec leurs sautoirs et leurs cordons au nom de cette liberté. Mais très franchement, quand on a eu dans son obédience un homme comme Lafayette, car il fut membre de la Grande Loge de France, quand on a eu dans son obédience un homme comme Lafayette, on n'a pas forcément besoin de mettre son sautoir pour défiler au nom de la liberté. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai fait sans mon sautoir. Voilà. Est-ce que nous sommes des maçons engagés dans le monde? Mais incontestablement, nous avons les uns et les autres, et à des niveaux différents de responsabilité, et dans les secteurs qui sont les nôtres. La composition sociologique des loges de la Grande Loge de France, c'est quoi? C'est à peu près la composition sociologique de la société française. Commerçants, artisans, cadres moyens et supérieurs, dans le privé, dans le public également, cadres de la fonction publique d'État, de la fonction publique territoriale et régionale, de la fonction publique hospitalière, profession libérale, bien entendu. J'espère que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié, on peut rajouter. Mais voilà la composition sociologique. Et ça veut dire quoi, par conséquent? Que nous sommes les uns et les autres engagés dans notre vie professionnelle et dans notre vie civile et citoyenne à différents niveaux. Est-ce que cela signifie qu'à tous ces niveaux, nous voulons toujours agir en tant que maçons? Non. Mais est-ce que cela signifie que nous agissons en fonction des valeurs qui sont les autres? En tant que maçons, la réponse est oui. Incontestablement. Voilà. Mais ça ne nécessite pas de notre part un effet d'affichage permanent. En d'autres termes, la surexcitation médiatique, ça n'est pas non plus notre genre de beauté. Pour autant, il faut être clair, j'ai dû passer ce matin ou dimanche dernier sur France Culture, et par conséquent, oui, quand nous sommes sollicités par les médias, nous sommes présents. Est-ce que nous sommes présents sur le front de l'évolution des lois et des droits? Incontestablement. Jean Leonetti, député UMP, rapporteur de la commission parlementaire qui travaille sur la révision des lois de bioéthique, ainsi que Alain Claes, député, je crois, lui, socialiste, et qui est le président de cette même commission, nous consultent. Et nous avons rendez-vous avec eux
le 9 décembre prochain parce que nous sommes consultés sur ces questions de révision des lois de bioéthique. Et nous allons jouer notre rôle. Et en fonction et au nom des valeurs qui sont les nôtres, nous allons donner notre avis. Ce sera au travers des membres du groupe de réflexion éthique, il existe. Ce sera également avec l'aide du grand maître honoris causa Gilbert Schutzinger. Et par conséquent, nous apportons là notre contribution. Faut-il pour cela forcément aller dans les colonnes des journaux? Je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire. Est-ce que nous nous intéressons à l'évolution de la société qui nous entoure? Écoutez, je vais vous donner 2 ou 3 exemples et ensuite je passerai à notre sujet et au cœur de notre sujet. Ici même, le 20 janvier dernier, nous avions un colloque intitulé « Laïcité, spiritualité et religion, quel dialogue possible face aux intégrismes ?» Eh bien, je crois que quand on donne à des musulmans, des juifs, des bouddhistes, des représentants de la religion romaine et à des francs-maçons l'occasion d'échanger sur ces sujets, je crois que nous sommes au cœur de l'évolution de nos sociétés. Car, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons fait en 1905 et les années précédentes ce qu'il fallait pour qu'on aboutisse à la loi dite de séparation des églises et de l'État. Les choses nous sont garanties aujourd'hui par l'article 2 de la Constitution de 1958. On ne va pas passer notre temps à défiler au nom de la laïcité. En revanche, le fait religieux, chers amis, est un fait incontournable. Et comme je vous l'ai dit, je ne prêche pas pour ma chapelle. Mais il est un fait incontournable. Et nous considérons aujourd'hui qu'il est peut-être plus expédient de travailler à mettre en dialogue des religions qui ne le sont pas toujours, parce que cette mise en dialogue est une des conditions du vivre ensemble des êtres humains. Et nous sommes passionnément attachés aux modalités du vivre ensemble en tant que maçons des êtres humains. Eh bien, ici même, le 20 janvier dernier, le recteur d'une mosquée musulmane, par conséquent, le recteur musulman d'une mosquée, a embrassé le représentant de la confession juive, de l'église, pardon, pas de l'église de la... Je cherche son nom, mais c'est Raïm Korsia et Tarek Oubrou. Voilà. Raïm Korsia, représentant la religion juive, et Tarek Oubrou, représentant l'islam, se sont ici embrassés. Eh bien, moi, je crois fondamentalement au symbole, et je crois que lorsque nous donnons des occasions de rencontres comme celle-là, eh bien, nous faisons un travail pour notre société, notre culture, et plus largement notre civilisation. Le 14 avril dernier, à la Mutualité déjà, nous avons provoqué un grand colloque sur le thème de rapport entre la gestion... Le thème était « Comment gérer sur le plan éthique les progrès scientifiques et techniques de nos sociétés ». Nous y avons convié des personnalités scientifiques de premier plan. Yves Quéré, vice-président de l'Académie des sciences. Jean-Pierre Dupuis, spécialiste mondial des nanotechnologies, professeur à Stanford. Pascal Pic, paléoanthropologue au Collège de France. Et nous avons débattu sur cette question pour nous fondamentale de comment gérer de façon éthique des progrès scientifiques et techniques qui permettent aujourd'hui ou pratiquement de créer de l'humain ex nihilo, sans toujours se poser la question du statut ontologique de cet humain que l'on est en mesure de créer. Eh bien, nous considérons que nous apportons là quelque chose. Et lorsque le 14 mars prochain, nous allons poser la question de savoir si pour construire le sens de sa vie, on pouvait se référer à des valeurs universelles ou s'il n'existait que des valeurs universalisables et à ce moment-là lesquelles construire, eh bien, nous considérons que nous essayons de faire avancer la société dans laquelle nous vivons, suivant en cela un des préceptes essentiels et fondamentaux du rite écossais ancien et accepté, stipulé par le convent de Lausanne en 1875, et qui est le suivant. Le maçon de rite écossais ancien et accepté doit contribuer, je cite, ouvrez les guillemets, doit contribuer à l'émancipation progressive et pacifique de l'humanité. Fermez les guillemets et fin de citation. Eh bien, je crois que lorsque nous faisons ça, nous contribuons à cette évolution. Alors, encore une fois, il est parfaitement noble, important et essentiel de réfléchir sur comment régler le problème du déficit de la sécurité sociale, mais nous croyons que ce sont d'autres instances qui sont en mesure de s'emparer de ces questions pour les régler. Je crois que nous devons, nous, en tant que maçons, nous recentrer sur ce qui fait le fondamental de l'humain, car ce fondamental-là, chers amis, il ne trouve pas toujours les lieux de réflexion et d'action où l'on croise les intelligences et les sensibilités
capable de faire émerger des formes nouvelles. Or, c'est important que nous le fassions, et je vais vous dire pourquoi. Parce que je crois que nous sommes non plus à l'aube d'un nouveau siècle, là, ce point est réglé depuis 8 ans déjà, mais je crois qu'un certain nombre des concepts sur lesquels nous avons construit notre culture et notre société depuis le XVIIIe, et notamment la théorie marquée par l'optimisme rationaliste des Lumières, qui consiste à penser que le progrès technique va naturellement engendrer le progrès de la raison des êtres humains et leur capacité à vivre ensemble, eh bien cette théorie-là, elle a fait faillite. Elle est morte pour une part dans les 2 premières guerres mondiales, elle est morte dans les camps, les goulags, et elle est morte à Hiroshima, et il est temps de refonder un nouveau savoir de l'humain, majuscule, et je crois que les loges maçonniques de la Grande Loge de France, et pardon, je ne peux parler que pour elles, mais aussi ailleurs, bien sûr, et je crois que les loges maçonniques sont des lieux de liberté, de réflexion et d'ordre où l'on peut poser ces questions du fondamental de l'humain. Alors, pour mettre en perspective notre réflexion, ça passe le temps, hein. Un constat rapidement. Les temps sont révolus depuis longtemps où les valeurs, comme le bien en soi, la vérité absolue, la justice comme modèle, etc., trônaient au ciel des idées de la pensée platonicienne. À la fin du XIXe siècle, Nietzsche, que je cite souvent, et qui est, à mon sens, un poète exceptionnel, un piètre philosophe, mais un poète exceptionnel, dont je ne partage pas les idées, il faut être très clair, ce qui ne signifie pas qu'il faille le négliger. Nietzsche nous a annoncé, comme un scoop, la mort de Dieu, et avec la mort de Dieu, la mort de toutes les transcendances. Il voulait remplacer tout ça par le surhumain, que certains, dans les années 30 et 40, ont transformé, en Allemagne et ailleurs, en une terrifiante caricature. L'humanité ayant avorté du surhomme, avant même qu'il ne fût conçu, nous, les hommes et les femmes du XXe siècle, qui avions pour mission de reconstruire de l'humain après le séisme terrifiant des 2 premières guerres mondiales et de tout ce qui s'en est suivi, nous avons réussi à fabriquer l'individu. L'individu, c'est grand comme ça. L'individu, c'est un petit bonhomme sympathique, parfois pathétique, qui prend ses désirs pour des réalités sans avoir toujours conscience de la réalité de ses désirs, terrorisé par la complexité de l'humain, et qui, par ses inconséquences morales et ses éruptions morales souvent très passagères, généralement soignées par une prise de Prozac, en est arrivé aujourd'hui à quelque chose comme monter au sommet de la pyramide l'équivalent du n'importe quoi et du tout est permis. On en est arrivé à un relativisme des valeurs tel. Relativisme des valeurs, pour quelle raison? Parce que quand il n'y a plus de transcendance, tout est relatif. Et si tout est relatif, ma parole vaut la tienne, quoi que je dise. Et on en arrive aujourd'hui à la nullité objectivement revendiquée dans certains cas. Nullité pourquoi? Mais parce que tout est égal à tout. Et quand tout est égal à tout, chers amis, je ne sais pas si le paradoxe est logique ou mathématique, mais quand tout est égal à tout, c'est alors que rien ne vaut plus rien. Excepté la mise en scène frénétique des égos individuels et collectifs, j'appelle égos collectifs les communautarismes de toutes sortes. Excepté la mise en scène de ces égos individuels et collectifs, auxquels la technologie donne aujourd'hui des moyens de s'exprimer qu'elle n'avait jamais eu jusque-là. Résultat, plus un livre, une émission quelconque, une revue quelconque, aujourd'hui, qui ne proclame jusqu'à l'exténuation le triomphe absolu de l'ego, institué en référence suprême, n'ayant à légitimer ses décisions et ses actions que dans la revendication d'une seule origine, ça a de la valeur parce que c'est moi qui le dis. Ça a de la valeur parce que c'est moi, pas moi, parce que c'est moi en tant qu'individu. Ça a de la valeur parce que c'est moi qui le dis. C'est mon choix, c'est mon choix, c'est mon choix, on n'entend que cela. L'expérience individuelle de chaque être humain a évidemment un immense intérêt pour tous, mais en la proclamant à tort et à travers, la machine médiatique fait de cette expérience individuelle, qui est tout cela mais qui n'est que cela, une valeur qui se revendique immédiatement comme universalisable. C'est l'affirmation permanente que rien ne vaut de ce qui ne vient pas de l'individu roi. Mes chers amis, c'est puéril, pusillanime, c'est presque pathétique. Pourquoi? Mais parce que comme toujours, le roi est nu.
Et ça se voit. Et ça se voit d'autant plus aujourd'hui que des spectacles diffusés en boucle sur nos chaînes hertziennes ou numériques et qui nous présentent de sympathiques, mais très franchement insignifiants jeunes gens, qui échangent devant les caméras ce que l'on pourrait appeler des bibelots d'inanité sonore. Je fais référence, la formule n'est pas de moi, elle est de Stéphane Mallarmé, dans un sonnet qui s'appelle le sonnet allégorique. Des bibelots d'inanité sonore atteignent en même temps les profondeurs abyssales de la vacuité intellectuelle la plus absolue et en même temps les sommets de l'audimat. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Quand il suffit, pour devenir le héros de millions d'adolescents au bord de la crise de nerfs, d'avoir 3 mèches décolorées, 2 tatouages et un piercing, il y a un problème. Peut-être pas de civilisation, parce qu'elle y survivra. Elle a survécu aux 2 guerres mondiales, donc, à mon avis, ça va le faire. Mais il y a un problème de culture ou de société. Car Narcisse, lui-même, est dépassé et renvoyé sur les bancs de cette école où l'on apprend à voir le monde que dans des miroirs. Avec teint ou sans teint. Avec teint, on se contemple soi-même dans des postures d'auto-admiration médusée. On se contemple soi-même dans des postures d'auto-admiration, ou alors on se contemple soi-même dans la délectation morose de ses insuffisances, ce qui est une autre manière de s'admirer. Car on pourrait faire référence à La Rochefoucauld, qui dit de l'humilité. Vous savez, La Rochefoucauld est un impitoyable dans ses mémoires, un impitoyable observateur de la société de son temps. Et lorsqu'il regarde les gens humbles autour de lui, il constate que certains sont d'une humilité extrême. Et il dit quelque part, il faut se méfier de l'humilité extrême. Car l'humilité extrême est peut-être la forme la plus subtile de la vanité. Eh bien, il est possible que la contemplation morose de ces insuffisances soit une autre forme, et très subtile probablement, d'auto-admiration. Narcisse est dépassé, par conséquent, et nous en sommes à l'affirmation triomphale d'un individu qui, tout ébloui d'avoir constaté qu'il était capable de penser, et ma foi, les penseurs font un énorme travail, il suffit de regarder la science et comprendre comment elle a évolué depuis 2 siècles, mais l'être humain, ayant constaté qu'il était capable de penser et de se penser, c'est-à-dire dans une fonction réflexive, et même plus loin, de se penser en train de penser, à penser qu'il pensait nécessairement juste, et que l'image renvoyée par le miroir était sa réalité. Mais comme dirait Pierre Dac, c'est le miroir qui réfléchit, pas celui qui se regarde. Mais nous le savons bien, Pierre Dac qui était un frère de la Grande Loge de France. Mais nous le savons bien, lorsque nous croyons nous penser, nous sommes loin d'être ce que nous pensons. Il n'est d'ailleurs même pas certain que nous soyons capables de penser précisément ce que nous sommes. Quant à ce que nous disons en croyant le penser, cela en dit long parfois sur ce que nous croyons être et que manifestement nous ne sommes pas. Vous voyez, l'individualisme contemporain que l'on retrouve dans l'œuvre et la réflexion d'un certain nombre de sociologues et de philosophes, eh bien ça nous amène à peu près jusque-là. Et l'affirmation aujourd'hui de convictions individuelles plus fondées sur l'émotion que sur la réflexion, réduisant le vrai au visible, ce qu'il n'est pas, et la valeur au consommable, ce qu'elle n'est pas, a fini par remplacer au panthéon des idées qui ont ravagé les siècles les imprécations des inquisiteurs et les certitudes des commissaires politiques qui sont tous des gens de très mauvaise compagnie. Et cet individu roi, qui ressemble si souvent à Ubu, a fini par remplacer la légitime revendication des droits de l'homme par la religion des passe-droits de l'homme. Et il veut, à la fois et en même temps, être le maître de son destin et, lorsque ça l'arrange, la victime de son sort. Autre dégât ou dommage collatéral, lorsque le vivre ensemble des êtres humains comme seule dimension socialement valorisée s'épanouit à ce point et sans limite, lorsque le vivre pour soi s'épanouit à ce point et sans limite, le vivre ensemble des êtres humains forcément dysfonctionne, car tout devient bon, surtout n'importe quoi, à condition que ce soit cool, fun ou top. Et encore, la dernière variante, c'est trop top.